La prochaine slide est pour toi. J'ai oublié la télécommande. Voilà, c'est parti. Donc déjà, merci d'être là et aussi nombreux pour un sujet qui habituellement, disons, ça fait une vingtaine d'années que je travaille sur ce sujet. Disons qu'on a senti le vent tourner il n'y a pas très longtemps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on faisait des présentations comme ça. Dans un placard, ça suffisait, on était 3 et c'était bon. Donc ça fait vraiment plaisir de vous voir aussi nombreux. Éventuellement, donc aussi ceux qui sont à distance. Et alors, je sais pas, c'est peut-être le côté apéro qui va plus vous intéresser, mais on va voir. On va voir, je vais... Hop, télécommande. Eh bien non. Ça ne veut pas. Je m'appelle Eric Gâteau et je travaille pour la société Télésis. Et en fait, ça fait une vingtaine d'années qu'on est spécialisé sur l'accessibilité numérique. Et en fait, alors, je suis co-directeur du pôle accessibilité. On a aussi également 2 autres pôles. Ouais, voilà. Donc c'est ça s'écrit bien comme un gâteau, ouais, vous avez bien entendu. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà. Moi, je m'occupe du pôle accessibilité numérique. Et on va rapidement, après évidemment que Morgane se soit présentée, définir ce que c'est un peu l'accessibilité numérique pour qu'on ait un vocabulaire commun et voir ce qu'on peut en faire. Vous seriez moins nombreux, je vous aurais demandé pourquoi vous étiez là, mais et qu'est-ce qui vous... Mais c'est pas grave, on verra après. Et évidemment, je le dis d'ores et déjà, je suis ouvert à toutes les questions sous leur contrôle, même pendant la présentation, ça ne me gêne pas. Enfin, personnellement, ça ne me gêne pas. Donc voilà. Du coup, c'est Morgane Alibert, je travaille à Omnilog depuis 2017 en tant qu'intégrateur CDI, sinon j'ai commencé en 2016 en alternance. Ça y est, ça marche. C'est cool. Et j'ai évolué vers le dev front il y a quelques années, 2 ans environ, et je travaille du coup avec Eric actuellement. Et ce qu'on va essayer de faire, donc, c'est à la fois, moi, vous donner un côté très théorique de la matière et très pratique de comment l'a vécu Morgane, ça lui arrivait, enfin, elle va le dire mieux que moi, un petit peu comme ça, en étant chez un client, tout d'un coup, on lui a dit oui, il y a de l'accessibilité, quoi, qu'est-ce que c'est et pour finir, avec quelques côtés pratiques, en tout cas fondamentaux, que vous pourrez peut-être au moins y penser et mettre en place dans votre travail. Ou au moins y penser, au minimum. Alors, l'accessibilité numérique, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est une télécommande capricieuse. Toujours pas. Parce que je suis pas sur le... Ah ouais. Non. Appuie sur la flèche. C'est pas grave. On travaille dans le numérique, hein, vraiment. Voilà. Alors, pourquoi cette slide avec ce monsieur que vous connaissez peut-être pour certains, Tim Berners-Lee? C'est un peu grâce à lui qu'on travaille tous, parce que c'est lui qui a inventé le web. Donc, au XXe siècle, au CERN à Genève. Et en fait, pourquoi j'ai mis ce monsieur et cette phrase qu'il a écrite? C'est pour dire que dès l'origine de l'Internet, du web, en fait, l'accessibilité était intrinsèquement prévue. C'est-à-dire que ce monsieur, quand il a inventé les protocoles d'échange, beaucoup mieux que moi d'ailleurs, quand il a inventé le HTML, l'accessibilité, c'est fabriqué à l'intérieur. Théoriquement, il n'y a rien à faire de plus. C'est bien dit théoriquement. Et donc, il dit que pour lui, le web, c'est, comme vous le voyez, mettre le web et ses services à la disposition de tous les gens ou de leur aptitude physique ou mentale. Donc, on a vraiment ce côté, on a prévu aussi, pour les personnes en situation de handicap, que ça fonctionne. Et on va voir un petit peu, tu peux appuyer? Et donc, vous pourriez me dire, ok, maintenant, mais qui sait, qu'est-ce que c'est? Mais de manière très pratique, si ce soir vous rentrez chez vous et qu'on vous demande, mais qu'est-ce que tu as vu? Ouais, j'ai vu une conférence sur l'accessibilité numérique. Mais c'est quoi l'accessibilité numérique? C'est très simple.
de faire en sorte que les personnes handicapées puissent utiliser les services en ligne, web, applications, ainsi de suite. Voilà, on va faire en sorte, on va tous faire en sorte, ensemble, que les personnes handicapées puissent utiliser le web et ses services. Et là, les verbes qui sont écrits sont importants. Plus précisément, il va falloir qu'elles puissent percevoir les contenus. Et j'ai bien dit percevoir, pas que voir, parce qu'on n'utilise pas que ses yeux pour percevoir des choses. Comprendre, comme tout le monde, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est. Ah, là, pourquoi j'ai ce message? Si j'appuie là, qu'est-ce qui va se passer? Naviguer, interagir. Quel que soit, si j'ai un clavier, une souris, ou pas de clavier, ou pas de bras, etc., etc., etc. Et évidemment, grâce à tout ça, elles pourront également aussi contribuer sur le web de toutes les manières possibles et imaginables, et tu peux envoyer. Alors, vous me diriez, personne handicapée. Si on vous dit handicap, personne handicapée, on a tout de suite, et c'est normal, des archétypes en tête. Moi j'ai les mêmes, enfin, j'imagine que vous, si je vous dis personne handicapée, à quoi vous pensez? Ça va être personne en fauteuil roulant. Fauteuil roulant, merci, ça me suffit. Personne handicapée? Autre chose que fauteuil roulant? Sourd. Sourd, canne blanche, fauteuil. Bon, c'est logique. Tout le monde et c'est tout à fait normal. Et effectivement, l'accessibilité numérique va s'adresser aux personnes qui ont des problèmes sensoriels. Donc, malvoyantes, aveugles, daltoniennes, tout ce qui va être en rapport avec la vision ou un trouble de la vision. Deuxièmement, toujours dans les aspects sensoriels, tout ce qui est sourd, malentendant. Tout ce qui est trouble moteur, donc motricité, fauteuil roulant, c'est un trouble moteur. Tout ce qu'il va y avoir comme trouble de la motricité va être aussi couvert, où on va essayer de couvrir toutes ces situations grâce à l'accessibilité. Et enfin, les personnes ayant des déficiences cognitives ou intellectuelles, où là aussi, même si c'est plus compliqué, parce qu'on a un spectre très très large, mais on va quand même mettre en place des mécanismes qui vont permettre à ces personnes, comme je l'ai dit tout à l'heure, de percevoir, comprendre, interagir et naviguer sur le web ou les applis. Et tu peux appuyer. Ça marche maintenant? Ça marche plus. Ça marche plus. C'est pas grave. Alors, si vous avez une chose à retenir, c'est maintenant. Parce que là, je vous ai dit handicap, et c'est normal. Mais finalement, qu'est-ce que c'est le handicap? Juste à la diapo d'avant, je parlais des personnes handicapées. Mais en fait, les personnes, elles n'ont pas un handicap. Elles ont une déficience. Déficience motrice, déficience sensorielle, déficience cognitive. Et la déficience, ce n'est pas ça qui fait le handicap. Le handicap, c'est l'association d'une personne avec ses caractéristiques et de son environnement. Et c'est cette interaction qui va créer le handicap. Je suis en fauteuil roulant. S'il y a un ascenseur qui m'amène ici, est-ce que je suis handicapé? Non. Je suis là, comme vous, on discute, on mange, on présente quelque chose, il n'y a pas de problème. S'il n'y a que l'escalier, je suis dans une situation de handicap, c'est que je suis bloqué là-haut et vous êtes tous là et vous me dites, qu'est-ce qu'il fait? Ben, je ne sais pas. Ah, il est en fauteuil roulant. Ah merde, on n'a pas d'ascenseur, on n'a pas de rampe, on n'a pas de truc. Donc, pourquoi c'est important ce que je viens de dire? Premièrement, parce que c'est la définition de l'Organisation des Nations Unies quand même. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein, cette définition, hein, je vous rassure. C'est bien cette interaction qui crée le handicap. Du coup, qu'est-ce que nous tous ici on fait? Et ça c'est extraordinaire, c'est qu'on supprime le handicap. Évidemment, on ne soigne pas la déficience, c'est pas notre métier, c'est pas notre capacité. On ne va pas faire retrouver la vue aux aveugles, on ne va pas faire marcher les paralytiques, on ne va pas faire tout ça. En revanche, on va créer un site ou une application qui va fonctionner quel que soit l'utilisateur. C'est-à-dire que quand un utilisateur va se retrouver sur un site, sur une application sur laquelle on a travaillé, il n'aura pas de handicap. Il aura toujours ses caractéristiques personnelles, il sera âgé, il sera peut-être en fauteuil roulant, il sera jeune, il sera blond, il sera tout ce qu'il veut, il sera marié, il ne sera pas marié, toutes les caractéristiques que vous pouvez trouver, mais il ne sera pas, à ce moment-là, si on a bien travaillé, en situation de handicap. Donc ceux qui sont en train d'apprendre, vous retenez ça, et si vous n'avez pas envie de l'apéro, vous pouvez y aller maintenant. Si vous êtes un petit peu curieux, vous restez. C'est vous qui voyez. Mais retenez bien ça, ce côté
interaction entre une personne et une situation. Et nous, on crée un environnement où la personne n'est plus en situation de handicap. Parce qu'elle peut comprendre, percevoir, interagir, etc. C'est clair? Merci. Quelques chiffres très rapides. On estime qu'il y a environ 15% de la population mondiale qui est handicapée, qui a une déficience, pardon. Vous voyez, parce que moi aussi, je vous ai dit, et forcément, on emploie les mots les uns pour les autres, handicap, déficience, etc. À l'échelle de la planète, ça fait environ 1 milliard de personnes. À l'échelle de la France, ça fait 12 millions, plus ou moins. Dépend comment. Mais, super important, 4 handicaps sur 10 ne sont pas visibles. Effectivement, on a pensé aux aveugles. Les aveugles, on le voit, il a une canne blanche, souvent il regarde pas comme ça, il a des lunettes. Fauteuil, on le voit très bien. Un sourd, écoutez, jusqu'à ce que vous lui ayez parlé, vous ne savez pas qu'il est sourd, hein, a priori. Tous les troubles qu'on peut imaginer, autistiques, intellectuels, on ne sait pas. Troubles vestibulaires, tous les dyslexiques, tous les malvoyants. Cet après-midi, je fais des tests utilisateurs avec des personnes malvoyantes. Il y en a un, il arrive, il se met ici, il s'assoit, vous ne savez pas qu'il est malvoyant. Hein. Il y voit rien, il est malvoyant. Je vous le garantis, c'est absolument invisible sur lui. Donc voilà, ça à retenir aussi, c'est-à-dire qu'il y a plus de situations et probablement plus de gens qu'on ne l'imagine. À côté de ces situations et des personnes handicapées telles qu'on l'entend habituellement, mais de manière logique, on peut trouver des situations où, même si on n'a pas de déficience spécifique, on va se retrouver, par exemple, en plein soleil. Là, ces deux-là. Ces deux-là, ben, si avec le soleil qui tape sur l'écran, clairement, on n'y voit pas. Là, on est un petit peu âgé. Donc, on va peut-être avoir des problèmes moteurs, des problèmes de compréhension qui vont être quelque chose qui apparaît, qui disparaît, on ne va pas avoir le temps de le lire, etc. Là, on peut avoir des problèmes de langue, si c'est des touristes qui effectivement utilisent un site français. Ici, on peut avoir des problèmes de bruit qui font que on ne va pas pouvoir mettre le son. Donc, si on a une vidéo qui n'est pas sous-titrée ici, ça va être compliqué. Ici, évidemment, on n'a plus de main. Donc, pardon pour le cliché, en plus c'est la maman, évidemment, qui est avec le bébé, c'est pas le papa. Mais voilà. Donc, ça peut être avec une valise, peu importe. Donc voilà ces situations où également on parle de handicap temporaire et situationnel qui peuvent éventuellement, et je dis bien éventuellement, il n'est pas question à aucun moment de comparer la situation d'un monsieur qui est au soleil et de quelqu'un qui a un trouble de la vision permanent. À aucun moment on va dire que c'est la même chose, surtout pas, ou de quelqu'un qui est dans un environnement bruyant et quelqu'un qui est sourd, c'est pas la même chose. Vraiment pas. Mais ces situations peuvent être également adressées. Et du coup, ces personnes, au global, vont utiliser toute une série de matériels, des aides logicielles ou matérielles pour pouvoir naviguer. Alors là, c'est juste des illustrations, quelques illustrations que je vais vous décrire rapidement. Ici, comme vous le voyez, vous avez un clavier adapté à quelqu'un qui ne peut pas utiliser un clavier comme ça. Mais du coup, il est très probable que la personne qui a besoin de ce clavier ne va naviguer qu'au clavier, il n'aura pas de souris. Donc, premièrement, et vous avez un des éléments que je vous dirai à la fin, navigation au clavier, c'est fondamental pour l'accessibilité. Ici, c'est un petit appareil, c'est une plage braille. En fait, on aurait le temps, enfin bref. Là, il y a une réglette où il y a des picots qui sortent, et en fait, c'est du braille. Donc, on lit en même temps sur l'écran, enfin, on lit en même temps. On lit l'écran ici. L'écran, il est là. Parce que l'écran, il est tout noir, je suis aveugle, je suis brailliste, mon écran, il est là. Ça, c'est l'inverse, c'est pour rentrer des informations, c'est pour taper. Les deux ici, comme vous le voyez, ils ont ce qu'on appelle une licorne sur la tête, un bâton sur la tête, ou un mouse stick, un bâton dans la bouche, mais qui va permettre, en faisant le pivert, d'appuyer sur les interfaces. Il est évident que là aussi, il n'y a pas de souris. La souris n'existe pas. Les deux du bas, ça va être des contacteurs, ou joystick ou contacteurs, qui en fait, à chaque fois qu'il y a une action, ça va être associé à autre chose. Donc, comment dire, c'est quelqu'un qui a ça c'est pour des gens qui ont des mobilités très réduites ou très réduites,
et qui vont utiliser donc comme ça l'ordinateur. Ça, c'est ce que vous avez tous dans des téléphones, mais on n'a pas le temps de faire cette démo-là. Mais bref, vous avez aussi dans le téléphone une synthèse vocale avec ce qu'on appelle un rotor. Je passe les détails. Et pour finir, il y a celui-là. Ça, c'est pour naviguer au souffle. Quelqu'un qui va donc bouger la souris, mais juste avec son souffle. Et ça, c'est ce qu'on appelle un trackball. Et en gros, c'est comme les anciennes souris, là, quand il y avait à l'époque des boules. Mais à part qu'on retourne, et ça va être manipulé soit au pied, soit au menton, soit avec la partie du corps qui a de la mobilité. Voilà. Ah ben voilà, ben une petite démo. Je ne me rappelais plus qu'est-ce qu'il y avait après. Une petite démo, je vais brancher mon ordinateur et on va aller sur un site qui est service public, qui est un site qui est plutôt accessible, voire très accessible. C'est-à-dire qu'il respecte la norme d'accessibilité dont je vais juste évoquer, que vous avez sûrement entendu, enfin Morgane l'a entendu, Yann aussi, RGAA, aucun signal, il va avec. Ah ben oui, c'est normal. Ça vient pas du. Voilà. Donc voilà un site que vous connaissez peut-être. À le voir comme ça, déjà premièrement, des observations visuelles. On peut dire que, a priori, visuellement, moi en tout cas en tant qu'expert, les contrastes nécessaires à la lecture, a priori, sont respectés. Donc vous voyez, on reconnaît bien les mots, on reconnaît bien le menu, tout ça, ça va. Alors, dans les choses toutes simples qu'il est possible de faire avec un navigateur, c'est ça. Et ça fait partie des tests que l'on effectue à chaque fois sur une appli ou sur un site. On met à 200% et on regarde si on a bien tout le contenu et toutes les fonctionnalités qui sont disponibles. Voilà. Et donc ici, ben vous voyez alors qu'il est passé en responsive, version responsive, c'est pas un problème en soi. Mais bon, si j'ouvre le menu, a priori, ben je vais trouver tout ce qu'il y avait avant. Je le ferme. Voilà, j'ai tout ce qu'il faut ici. Et a priori, tout est dispo. Mais donc voilà un mode de navigation possible. Je reviens ici. Autre possibilité, je vous ai parlé de plein de gens qui naviguent au clavier. Naviguer au clavier, donc, deux doigts, on va dire, Tab et Shift Tab. Tab pour aller de lien en lien, et Shift Tab pour faire l'inverse. Mais vous voyez là que le focus, premièrement, c'est visible, là où il est, mon focus. Donc, très important. 1, il faut que ça soit possible. 2, il faut que ça soit visible. Ça. Voilà. Santé. Jour. OK. Je peux le fermer. Ben, tout va bien. Bon, ça tombe bien, je savais que ça marchait, hein, je vous rassure. Et enfin, dernière démo que je vais faire, cette fois-ci je vais passer sur Safari. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, vous avez déjà entendu un lecteur d'écran? Oui? Tout le monde? Non. Alors, le lecteur d'écran, c'est utilisé par les personnes aveugles ou malvoyantes qui, en fait, vont naviguer sans écran visible, puisqu'elles sont aveugles, ça n'a pas de sens, vont naviguer au clavier, évidemment, puisque sans vision, bouger une souris, ça n'a pas de sens non plus. Et en fait, ça fait à peu près comme ça. Alors, c'est une démo, hein. C'est pas mon outil de navigation de tous les jours, hein. C'est mon outil de contrôle. Je ne suis pas une personne aveugle qui utilise ce logiciel tous les jours non plus. Raccourci d'accessibilité. Coché. VoiceOver activé application. Raccourci d'accessibilité. Firefox. Firefox. Safari. Safari. Accueil particulier. Ligne verticale. Service public FR. Fenêtre. Lien. Aller au menu de particulier. Et la cible de la saisie au clavier. J'essaie de mettre plus fort, mais pourquoi il m'a mis? Fermer la fenêtre surgissante. Bouton. Normal. Volume. Voilà. Plus. Bouton. Volume. Voilà. Plus. Bouton. Donc, je suis Firefox. File de Safari. Je suis sur le site
Et donc, j'utilise, comme tout à l'heure, ma touche tabulation. Visiter, lien, particulier, liste, lien, professionnel. Et il m'indique, alors là, je pense qu'il y a, vous voyez le décalage entre le curseur qui est là et en fait l'endroit où il est, lien professionnel, c'est probablement dû au passage entre les écrans. Hein. Sinon, on est bien à l'endroit où on est. Et en fait, qu'est-ce que vous avez ici? Il me dit deux choses. Il me dit lien et professionnel. C'est-à-dire qu'il me donne le texte, le nom du bidule, on va dire, et sa nature, lien. Et ça, c'est super important. C'est-à-dire que quand j'y vois pas, je sais que c'est un lien et que son nom, c'est professionnel. Donc, j'imagine qu'on va aller vers une page qui concerne les professionnels. Et si on continue... Lien, association. Lien, association, je vais aller un petit peu plus loin et un petit peu plus vite. Lien, visiter, lien, épidémie coronavirus, Covid-19, lien, accueil, papier, citoyenneté, condensé, bouton. Là, vous voyez, c'est intéressant là aussi, papier citoyenneté, vous voyez très bien le mot, condensé, bouton. En fait, là, il me dit, ah, ben c'est un bouton, c'est pas un lien. Ah ok, donc c'est pas un lien qui va vers une page, c'est un bouton qui fait une action dans la page. Et il est condensé. Donc ça veut dire qu'a priori, c'est un bouton qui développe et qui se condense. Et donc si j'appuie sur Entrée ou sur Espace, papier, citoyenneté, étendu, bouton. Il me dit, ben voilà, c'est toujours le même, mais il est étendu. Et effectivement, on a bien le panneau qui est étendu et qui est là et qui est visible. Fermer, bouton. Fermer le menu du thème papier, citoyenneté. Ok, je ferme. Papier, citoyenneté, condensé, bouton. Je vais... Sont réactivés, bouton. Hop. Application, raccourci d'accessibilité, fenêtre, non coché, désactivé, non coché. Utilise. Voilà, je vais remettre les diapos. Voilà une petite démo, juste pour vous sensibiliser à... Ah, je ne l'ai pas fait, tiens. Mais c'est pas grave. Vous imaginez, quand vous avez vu, il me dit que c'est un bouton, il me dit que c'est un lien. Quand on continue à naviguer, il me dit que quand c'est que je rencontre un titre de section, il me dit que je rencontre une liste de contenu, il me dit quand c'est que c'est un élément de formulaire, quand c'est une case à cocher ou quand c'est un bouton radio, tout ça, évidemment, est indiqué et permet d'interagir. Voilà le lecteur d'écran. S'il y a une image, très bonne question, s'il y a une image, il dit que c'est une image et il donne l'alternative textuelle qui a été fournie pour cette image. Je ne rentre pas dans les détails, il y a des images pour lesquelles il faut donner des alternatives textuelles parce qu'elles donnent une information. Il y a des images inversement où il ne faut pas donner de texte dans l'attribuable. Si vous dites attribuable, vous savez tout ce que c'est. Oui? Un grand oui? Oui. Bref, dans un élément IMG, l'attribuable, s'il est vide, l'image est ignorée. Et ça, c'est ce qu'on appelle des images de décoration. Très souvent, on peut les ignorer. Quand l'image donne une info, on doit comment dire, on doit la fournir. Voilà, info, pas info. Donc, on a fait des navigations classiques à la souris. On a vite regardé, ça a été vite fait. Navigation clavier, vous l'avez vu. Zoomer avec les paramètres du navigateur. Utiliser un lecteur d'écran qui est également fait en navigation au clavier. En quelques mots, je passe la parole à Morgane. Oui, oui, bien sûr. Vous vous demandez s'il s'agissait d'une figure avec des statistiques. Alors, une figure avec des statistiques. Donc, en gros, un diagramme avec des courbes ou quelque chose comme ça. Très bonne question. Enfin, ça ne m'étonne pas qu'il n'y ait que des bonnes questions. Il y a toujours moyen de donner des alternatives. Dans ce cas-là, on n'a pas un exemple. On garde la question. Il y a une illustration par Morgane tout à l'heure. Ça tombe bien. C'est encore moi. Alors, ça, c'est un schéma très très grossier et très très inexact des phases d'un projet. Sachant que quand dans les sprints, vous faites des boucles de définition, conception, réalisation, etc., etc. C'est très clair. Ça ne se veut pas être l'illustration de vos projets. Ceci dit, quelle que soit la méthode projet, agile, pas agile, en V, en tout ce qu'on veut, il y a toujours ces éléments-là qui font partie à un moment du projet. Et en fait, pour que à la fin, on ait un projet qui sorte accessible, ben, il faut y penser ici, dès le début.
dès le début, cahier des charges, définition, dès la conception, dès que vous commencez à avoir des wireframes ou des maquettes graphiques, on va avoir des choses à dire, à contrôler et à prendre en compte. Évidemment, quand on va construire les gabarits, quand on va développer ou intégrer les composants, évidemment, même avant, quand on va commencer à choisir sa plateforme, son framework de développement, ben, si on commence à faire du React, ça ne va pas du tout être pareil dans la gestion qui va suivre. Morgane va peut-être en parler un petit peu. Jusqu'au bout, on a besoin d'accessibilité. Mais parfois un petit peu, parfois beaucoup. On en reparlera à la fin. Il est évident que la grosse partie de l'accessibilité, elle est technique. Une grosse partie qui est technique. Mais il y a des parties graphiques, il y a des parties rédactionnelles. En gros, la masse, c'est quand même 75%, on va dire, c'est quand même, ça reste du technique. Donc voilà. Ah ben voilà. 3 thématiques. Design, code, contenu. En gros, tout ce qui est design, le visuel, ben on va s'occuper des contrastes, est-ce qu'il y a des informations par la couleur, on va s'occuper des interactions, comment sont les boutons au survol, au focus, tout ce qui peut apparaître comme ça quand il y a des interactions. Je garde le meilleur pour la fin. Tout ce qui est contenu, les intitulés de liens, les alternatives d'images, il y avait les 2 questions, mais on va voir pour celle d'après, les types de sections. Dès qu'il y a de la vidéo, tout ce qui est sous-titrage ou audio description. Et ici, et là c'est entre 2/3 et les 3/4 du boulot, le code, tout ce qui va être technique, le script, en gros HTML, CSS, JS, il n'y a pas de secret, c'est ce qui arrive sur le poste des utilisateurs et c'est ce qui est interprété par les postes utilisateurs et par leurs outils d'assistance. Donc c'est ici qu'on va travailler. S'il y a des développeurs back parmi vous, il y a un petit peu d'influence sur le back, il y en a un petit peu. Il faut y penser aussi, notamment pour la gestion des langues, quand il y a des sites en plusieurs langues, il y a des choses à faire, quand il y a des réutilisations d'images, mais ça se prévoit, comme je disais, au moment de la conception, à la diapo d'avant. Quand on est tout à fait au début du projet, ok, c'est quoi le projet? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est multilingue? Comment ça va marcher? Etc. Et bref, c'est au niveau d'ici qu'on a le plus gros des boulots, comme je disais, HTML, CSS et JS. Merci. Du coup, ma mission actuelle, c'est chez GRDF, la CARMA, la cellule agilité de GRDF. On est sur un site grand public avec des collectivités, des entreprises, des particuliers. Du coup, beaucoup de trafic et une population très différente. Du coup, on est passé sur... on a eu cette demande d'être RG2A compliant. On a eu avec Témésis un accompagnement. C'était surtout Eric qui nous accompagnait, c'était bien. On a un peu choisi la manière dont on allait être encadré. C'est-à-dire qu'au début, il devait recéter quelque chose que nous étions censés avoir déjà fait. Évidemment, on s'est formé en peut-être une semaine, vite fait, en lisant des docs, la documentation gouvernementale, pas du tout compréhensible. Voilà, c'était le chaos. Du coup, on a décidé que Témésis c'est notre environnement de recettes et qu'ensuite ils allaient nous faire des jeux auxquels on allait répondre. Et quand on aurait un certain nombre de Jira, on allait avoir une journée en collaboration avec Eric pour qu'il recette notre travail et qu'il nous fasse des retours directs pour voir là où on s'était planté, comment on s'était planté et à quel point on s'était planté. Sur les tickets, on en a eu 179, mais je pense qu'on en aura d'autres post-MEF. Impossible. Mais 36% prioritaires. Et on s'est rendu compte, du coup, pour cette présentation, on s'est dit on va calculer un petit peu ce que ça donne en jours hommes. Et au final, 60 jours hommes sur 1 an et 2 mois, ça va, sachant qu'on est 5 devs, enfin 5 devs front. C'est pas un gros impact. Ça aurait été encore moins
un gros impact si on avait été fourni avant. Mais ça, c'est un autre problème. Des exemples, oui, de petits correctifs et surtout de mauvaise compréhension qu'on pouvait avoir avec la doc. On utilise mal les ARIA, on ne sait pas à quoi ils servent. On les utilise vraiment pas correctement. Il faut penser aussi aux éléments cliquables. Un élément cliquable, c'est pas une div, c'est un A ou un bouton. Les boutons, c'est pour des actions. Les liens, c'est vraiment pour s'il y a un rechargement de page. Parce que tout ça, les outils d'aide vont les interpréter et donc du coup vont dire ce qui va se passer. Sauf que si c'est pas, on perd l'utilisateur. Les images de décoration, bon, on en a déjà un peu parlé, mais du coup les alt vides, c'est pas très intuitif pour nous de base parce qu'on a tendance à vouloir en mettre trop, toujours trop. On mettait des alt, on mettait des titles, on remplissait, on en mettait partout et bah oui, mais non. Trop d'informations, des doublons en fait, qui du coup vont à nouveau perdre l'utilisateur. Et il faut penser aussi au titre de nos pages qui soient explicites. Si on va aller un peu plus loin, on peut aussi aider au remplissage des formulaires avec les autocompletes. Ça, on aime tous ça, hein. Quand on a juste à mettre le début de notre nom et que ça nous remplit tout le formulaire, on a juste à re-rentrer un mot de passe éventuellement. Pas besoin d'avoir une définition pour apprécier ça. Il faut penser à lier les erreurs aux inputs qui leur correspondent. Alors pour faire ça, c'est pas très compliqué. On dirait comme ça que c'est compliqué, mais non. En fait, il suffit de bien lier les ID de nos P aux... Je vais retrouver le terme. Je l'ai perdu. Aux ARIA. Non, c'est pas l'ARIA du coup, justement. Tac, tac, tac. On ne le voit pas. Je l'ai pas mis. Ah, c'est le P. Non, non, c'est pas le P, ça c'est l'input, type texte. Ah, regarde, il est là. Il y a une erreur. Il y a une erreur. Ah, il y a peut-être une erreur. Il y a marqué type texte, form control, placeholder. Ah non, c'est la diff, pardon. Voilà. Effectivement, c'est la diff. Donc oui, c'est ça. L'OARIA describe. Si on a plusieurs erreurs, donc plusieurs ID parce que plusieurs P, et ensuite dans l'ARIA describe, les différentes ID séparées d'espace simplement. Rendre le focus visible. On sait, c'est pas très beau. On a tendance à vouloir les enlever. Mais au final, il y a des manières très jolies de les faire et c'est juste une ligne de CSS. Donc, franchement, il ne faut pas hésiter à la mettre. Et si je peux me permettre, c'est beau ou c'est pas beau, c'est pas notre problème à nous. C'est le problème de l'équipe UI et du client qui doit partir de l'exigence que le focus doit être visible. À partir de là, on travaille et on dit ok, maintenant il nous faut un focus, comment vous voulez? Vous voulez bleu, rouge avec des pois verts, jaune et un bonhomme. Enfin non, je dis n'importe quoi, c'est pas possible. Ça pourrait poser d'autres problèmes d'accessibilité. Mais voilà, si le focus par défaut là avec les pointillés ou sur Safari ne plaît pas, ou sur Chrome je voulais dire, là, enfin c'est le même, j'ai aucun souci évidemment. Hein. Donc, mais en revanche, comme exactement, tu as dit c'est une ligne de CSS, au lieu de mettre outline 0, on va mettre un outline qui est personnalisé selon les volontés du client et de l'équipe graphique. Il faut aussi penser à mettre des balises à valeur sémantique autour des textes, donc des P, des HX, pour ne pas avoir des spans, des divs à répétition qui n'ont pas de valeur sémantique et du coup ne seront pas correctement traduits par les outils. Et mon petit préféré qu'on a eu du mal à comprendre, le ARIA expanded à true ou false selon l'état. On l'a vu avec le menu tout à l'heure qui descendait, qui était collapse ou pas. Et donc c'est ce petit ARIA qu'il faudra mettre à jour selon l'état. S'il est ouvert, le menu, on est à true. S'il est fermé, on est à false, tout simplement. Alors pour les contrastes, on a ici une première vue. Je vais ressortir mes notes. Et en plus, c'est long.
Le premier, c'est une vue sans correction des contrastes, une vue initiale créée. La deuxième, c'est la même vue en simulant quelqu'un qui ne voit pas correctement. Et la dernière, c'est après correction en simulant la perte de contraste. Et on voit que du coup, la dernière solution permet vraiment d'être visible, contrairement à celle du milieu. Tout ça en utilisant sur Firefox le petit outil simuler la perte de contraste. Le fameux graphique. C'était ça, votre question? Ça. Alors celui-ci en plus, il est bien costaud parce qu'on a quand même 6 choses à représenter, 6 données. Avec, au départ, pendant longtemps, on a cherché à trouver une solution pour rendre toutes ces couleurs visibles. Mais on a tellement de couleurs qui se superposent que c'était impossible. Là, potentiellement, on peut avoir une barre orange sur le blanc ou sur le vert. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Ça c'est vert clair normalement. Le seuil dépassé, donc ça peut devenir orange. Donc du coup, on aurait une barre orange. Enfin, vraiment, on est sur quelque chose d'assez complexe en termes de superposition et donc du coup de contraste. On l'a pas encore mis en place parce qu'on n'a pas encore, on l'a mis en post-MVP. Donc ça ne saurait tarder. Et du coup, la solution qu'on a trouvée, c'est en fait simplement de faire un tableau. Un tableau bête et méchant, colonne, ligne, qui permettra d'avoir cette vue-là, ok, mais d'avoir une autre vue pour ne léser personne. En fait, le principe ici, et c'est normal, on pense à un tableau, on pense à un graphique, on a cette représentation. Mais si on oublie ça, on enlève l'écran, on se dit, mais c'est quoi l'info que je donne? Et l'info que je donne, c'est quoi? C'est des seuils, des consommations en fonction d'un mois. Voilà, en fonction du mois, on a des seuils, des références, etc., etc. Et en fait, qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'est des données qu'on a dans un tableau. Octobre, seuil de consommation, 12 500 kWh, seuil de l'année dernière, enfin je ne sais pas, consommation de l'année dernière c'était 11 500. Tout ça c'est juste des données chiffrées et c'est une façon de les représenter. Et donc dans ce cas-là, qu'on va construire, c'est une autre façon de les représenter, qui est même la représentation initiale, le plus souvent, qui est celle, par exemple, du tableau, qui va dire, ok, et on va donner une information absolument équivalente, de manière non visuelle, dans un tableau. Et là, ça répond donc à votre question. Dans ces cas-là, on a plein de cas, des infographies, on a déjà construit des infographies où c'est que du texte ben, on est obligé de mettre de manière textuelle tout ce qu'il y a dans l'infographie, et comme ça ne rentre pas dans un petit attribut alt, on le met à côté avec un lien, voir la version textuelle de l'infographie, voir la version tableau des données du graphique, etc., etc. Ou un petit bouton affiché masqué, ça marcherait aussi avec le fameux ARIA Extended, pourquoi pas? Ça répond à la question? Ouais. Super. Les outils. Nous, notre outil principal, c'était Eric. On va pas se mentir. On a essayé, avant l'intervention d'Eric, de mettre en place Lighthouse. Sauf qu'on était sur une single page application qui avait un problème de routine. Et donc en fait, à chaque fois qu'on était sur une page, si on rechargeait la page, on tombait sur l'accueil. Donc on pouvait juste auditer la page d'accueil. C'était très pratique. Donc on s'en est un peu passé. On a fait 100. On a utilisé un site qui s'appelle Contrast Ratio pour tester nos contrastes, mais ça va, ça avait quand même été déjà au maximum géré avec les UXUI, ce qui a mis aussi une intervention de Genesis sur les maquettes. Et après, on sait qu'il y a beaucoup de pistes qu'on pourrait étudier. On a d'ailleurs pensé nous aussi à SonarCube. Après, c'est des choses qu'on n'a vraiment pas mis en place. Nous, on avait la chance d'avoir Eric à nos côtés. Et là, si je puis me permettre, il y a des limites.
Ne cherchez pas un outil magique qui va vous faire ça, qui va faire ce travail. Ça n'existe pas. Cherchez des outils qui vont vous aider. Tous ces outils peuvent vous aider, alors nonobstant les limites du React, du pas React, ce qu'on veut. Mais je veux dire, c'est un travail à part entière, en fait, de s'outiller et de trouver les outils qui vont bien dans votre processus de travail au moment où ils vont bien. Qu'est-ce que je peux contrôler? Comment je vais le contrôler? Que tous ces outils, en plus, c'est un, comment dire, c'est un marché porteur, et donc ils rajoutent plein de choses, et vous pouvez être très facilement noyé d'infos. Donc voilà. Juste faites attention, utilisez les outils. Moi, je préfère que ce soit un outil auto, que ce soit moi qui le fasse. C'est plus facile. C'est facile. Et un outil auto, parfois, peut le faire mieux que moi. En tout cas, en quantité, c'est sûr. Il va traiter beaucoup plus de pages que moi, il n'y a aucun doute. Mais il y a ces limites-là qui sont très très importantes. Et on va dire sur le référentiel complet, on estime qu'il y a environ 10 à 30%, je suis généreux, de tests qui sont automatisables. Ceux qui en vendent annoncent toujours au moins 50%, voire plus. C'est une façon, on va dire, on arrange les chiffres pour avoir en disant que c'est possible qu'on ait 50%. Mais bref, je vous passe les détails. C'est utile, hein. Il faut vraiment l'apprivoiser. Il faut vraiment l'intégrer comme il faut, les choisir, peut-être pas toujours le même. Et le problème aussi, c'est que ça évolue. Comme l'a dit Morgan, le jour, le Lighthouse, il marche super bien, puis d'un coup, on lui balance une page React, oui, puis il est incapable d'aller au-delà de l'accueil. Aïe, qu'est-ce qu'on fait? Peut-être que depuis, il a fait des mises à jour, il est capable d'aller plus loin, j'en sais rien. Mais voilà. Nous, on se tient à jour. Donc voilà. Il faut savoir aussi que, par exemple, c'est tout bête, mais Chrome, il propose ça. Il propose un petit peu d'accessibilité, il montre quelques petites choses. Par exemple, les images, si elles n'ont pas de alt rempli, ils vont vous alerter. Donc au final, vous aurez tendance à les remplir alors qu'il ne faudra pas. Exactement, il y a aussi attention à la fausse info. Qui dit juste, il y a un alt qui n'est pas rempli. Il dit pas remplissez-le, il dit il y a un alt qui n'est pas rempli. Vous êtes sûr que vous voulez ça? Et à ce moment-là, il faut avoir atteint les trucs. Oui, j'en suis sûr. Et hop, au suivant. Mais c'est pas évident, c'est normal. Alors avec Bootstrap et Material, on s'est heurté à des petits soucis. Parce que quand on a une modale, il faut que sur l'élément parent englobant de la modale, on ait un aria discret, un aria labeled by, et qui correspond à l'ID du titre principal de la modale. Nous, on a regardé la doc, on n'a pas trouvé dans la doc comment l'ajouter simplement. Du coup, on a essayé de le mettre sur la section la plus haute chez nous, ce qui ne convenait pas. C'est en farfouillant dans les fonds du web, quand même, et de Stack Overflow bien sûr, qu'on a pu trouver une méthode de le faire et qui en fait est toute simple, mais qui n'est pas décrite dans la doc. Celle-ci, on en a une, c'est Bootstrap, une c'est Material, parce qu'on a les deux sur le projet. Mais globalement, c'est la même chose. Mais voilà, c'était pas précisé. Il a fallu qu'on cherche beaucoup pour quelque chose d'aussi simple. On trouvait ça dommage. Il faut aussi faire attention parce que Bootstrap et Material ont tendance à rajouter énormément d'ARIA qui vont être inutiles et qui vont donner encore une fois double information potentielle aux outils ou même donner de fausses informations. Et il faut aussi d'ailleurs utiliser les composants pour leur vraie utilité et pas se dire oui mais c'est le design qu'il me faut, peut-être le design qu'il faut à peu près, mais en fait c'est dans le contexte RGA et ça n'a rien à voir, et donc du coup ça ne sera pas bien utilisé et ça n'aura pas le bon rendu pour les outils. Ouais, nous pour nous former, hormis Eric quand même, on avait regardé les documentations gouvernementales. Vraiment, on n'y comprenait rien. On a commencé à faire de la navigation au clavier. On s'est très vite rendu compte qu'on ne naviguait pas au clavier, qu'on n'y arrivait pas. On a vérifié la visibilité des focus, ce
c'est des choses qui sont quand même assez simples. Naviguer au clavier, en réalité, ça nous arrive à tous. On est sur notre ordi, on a la flemme de bouger la souris parce qu'on a la main droite engourdie, allez hop, tab. Et bah, au final, il faut juste s'entraîner à le faire plus souvent et à le faire systématiquement sur toutes les pages sur lesquelles on travaille. Et après, essayer de s'outiller. Essayer de s'outiller avec, du coup, Lighthouse, qui a priori était quand même pas mal sur la première page. Sur la page d'accueil, on avait quand même des résultats assez cohérents. Bon, pas à 100%, mais quand même assez cohérents. Et après, utiliser des choses bêtes pour la vérification des contrastes. Et de toute façon, comme on l'a dit, c'est majoritairement un humain qui peut faire ça. Qui peut se rendre compte bah, là, on n'a pas le focus. C'est dommage. Là, on a un ID on pourrait mettre un ID sur le P pour qu'il soit rattaché à notre input. C'est des vérifications du quotidien. C'est des réflexes à mettre en place dans notre quotidien de développeur, en fait. Ça va être à moi. Là, on va aller vite, parce que cadre réglementaire et normatif, sinon vous allez tous vous endormir. En gros, il y a une loi qui demande à ce que tous les sites web, toutes les applications, tous les objets connectés soient accessibles aux personnes handicapées. Voilà. Site web, intranet, extranet, application, logiciel, borne interactive, par exemple. La liste n'est pas exhaustive. Là où c'est amusant, c'est qu'actuellement, l'obligation, c'est pas d'être accessible. C'est de produire et de publier une déclaration d'accessibilité. La loi n'exige que la production de la déclaration. Donc, ça veut dire que, par exemple chez GRDF, on les oblige en page d'accueil à mentionner leur statut d'accessibilité, à produire la déclaration et à publier un schéma. Donc ils disent, je suis accessible ou je ne le suis pas. Il y a 3 niveaux. Ça amène vers une déclaration où on dit, ben, il y a un audit, il y a ça qui ne va pas, il y a ces contenus qui ne marchent pas, qui ne sont pas accessibles. Et le schéma qui doit dire, bon, ben, ok, voilà mon schéma, comment je compte rendre tous mes outils accessibles. C'est un schéma pluriannuel, donc qui doit être fait sur 3 ans. Voilà. Il y a des sanctions possibles, je vous rassure, ce n'est pas ce qui va faire bouger les choses actuellement, parce qu'il y a 0 organisme prévu pour... en fait, ce sujet, au niveau qui est géré par des services gouvernementaux, tout le monde se le repasse comme une patate chaude, qui depuis le temps maintenant est devenue une patate froide, mais tout le monde se la repasse et personne ne peut prendre le sujet à bras le corps, très clairement. Donc voilà. Mais il y a quand même cette obligation pour tout ce qui est service public et entreprises privées qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros par an. Voilà. Tous ces organismes-là doivent être accessibles. Enfin, doivent avoir leurs objets accessibles. Le cadre normatif, à l'origine, c'est une norme internationale qui s'appelle WCAG, WCAG, pour Web Content Accessibility Guidelines, directive pour l'accessibilité des contenus web. Et en gros, tous ceux qui ont légiféré dans le monde entier ont pris comme niveau de référence un niveau qui s'appelle AA. Dans le RGA, c'est-à-dire dans le référentiel français, cette histoire de niveau a disparu, parce que de toute façon, il faut atteindre tout le référentiel. Pour GRDF, par exemple, il faut respecter tous les critères. Les critères qui sont facultatifs sont sortis du référentiel, ils sont à côté à titre indicatif, on a le droit de respecter plein de choses supplémentaires, mais voilà. Donc le RGA, c'est le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. C'est donc la direction interministérielle du numérique qui propose ce document. On en est à la version 4.1. Témésis, ça fait la version 1, la version 2, la version 4, et la version 4 et ses évolutions. La version 3, c'était un autre organisme tout à fait capable aussi et très, très compétent, qui a fait évoluer ce référentiel en fonction de l'évolution de la norme internationale et des exigences. Alors, ce qui est important, et quand tu as dit tout à l'heure, oui, on s'est plongé, c'est là-dedans que vous avez regardé. C'est normal que vous n'avez rien compris. N'y allez pas. C'est pas pour vous. C'est pas pour vous, c'est un référentiel d'évaluation. C'est fait pour des gens qui font de l'audit. Pas d'audit. N'y allez pas. Vos outils, c'est pas le RGA. Pour tous ceux qui sont managers, juristes, il
il y a des choses intéressantes dans les obligations d'accessibilité, dans les documentations. Tout ce qui est méthode technique, c'est fait pour des gens qui font de l'évaluation. Donc, en tant que développeur, vous allez vous endormir, vous dire, mais qu'est-ce qu'ils me veulent? Ils me veulent du mal, oui, là, ils me veulent du mal. C'est d'autres outils. Ça, c'est un référentiel d'évaluation. Après, il faut aller chercher, je ne sais plus si je vous en avais parlé, des fiches accès de web. Il y a des fiches, des référentiels qui aident au développement, qui sont beaucoup plus intéressants et qui sont faits pour vous, pour des profils comme vous, pour votre métier. Évidemment, il ne faut pas y aller. Et pardon de ne pas l'avoir dit avant. Bien sûr qu'il ne faut pas y aller. C'était pas encore intervenu, t'inquiète. À auditer, comme son nom l'indique. Quelques limites à la norme, c'est qu'en fait, et si vous vous souvenez de ce que j'ai dit au début, quand je vous ai dit ça, c'est super important, et vous pouvez partir maintenant si vous voulez, c'est qu'en fait, ici on a des recommandations, et donc on a toute une série, c'est avec ça qu'on fait les audits, c'est avec ça qu'on fait les recos. Et donc ça, on va cocher des cases, on va dire oui, la navigation au clavier est possible, oui, le focus est visible, oui, ceci, cela, etc. Mais en face, on a des utilisateurs. Et en fait, on a une multitude d'utilisateurs qui font que le respect des normes, 1, c'est nécessaire, 2, c'est exigé par la loi, 3, vous allez être très déçus, c'est insuffisant. C'est insuffisant pour couvrir toutes les situations. Mais je vous rassure, avec ça, on couvre, déjà, quand on est là, on est content. Mais un focus visible, à partir de quel moment il est assez visible? Et là, il y a des choses qu'on ne peut pas mesurer. Et là, il faut faire appel à des tests utilisateurs, par exemple. Parce qu'on a une infinité de cas d'usage. Et donc, oui, je navigue au clavier, je vois mon focus, mais si j'ai un trouble de la vision en même temps, etc. Vous voyez? Donc, ça, c'est un prérequis, c'est une exigence légale, c'est nécessaire à tout travail. Et je dirais même, quand on fait des tests utilisateurs, on est obligé de partir sur une base qui respecte ça. On ne va pas mettre un utilisateur handicapé qu'on fait venir, on lui dit tiens, teste ça sur un truc qui ne marche pas au clavier. On ne va pas le mettre en situation d'échec, ça n'a aucun sens. On le sait, nous, que ça ne va pas marcher, donc pourquoi on le mettrait? En revanche, une fois que tout marche bien au clavier, que les focus sont visibles, que les arias sont bien placés, etc., là, on va chercher qu'est-ce qu'il y a derrière qui fait que ça sera encore mieux. Voilà, c'est ça. Donc, c'est bon. Voilà. Donc, pour finir, je regarde l'heure, on est à peu près bon? Très bien. Les éléments fondamentaux. Premièrement, vous vous souvenez, il y a 3 catégories: design, code, contribution. Dans le design, les choses qu'on va voir sur l'interface. Donc là, on est dans l'interface visuelle, des contrastes suffisants pour le texte, pour les éléments graphiques, par défaut, évidemment, et dans tous les états qui vont être prévus, survol, tout ce qu'on peut imaginer. Donc, exemple, là, vous avez un exemple d'un contraste suffisant. Dessous, vous avez des exemples de 2 contrastes qui sont insuffisants, par exemple. Ici, on a ça, c'est une infographie. Vous avez des choses qui vont bien, mais je crois que drone, j'en suis pas persuadé. Les 6 milliards 3, j'en suis pas persuadé non plus. Et pourquoi? Qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? Je croyais que je vous graphique, mais c'est pas grave. Quand on dit élément graphique, en gros, c'est un objet. Par exemple, on met quelque chose, il faut que la croix, on la voit, même si c'est pas du texte, évidemment. Donc ça, c'est des exemples dans ce qui se voit du côté design. Qu'est-ce qu'on doit, à chaque fois, ce à quoi on doit penser. Une information indépendante de la perception que l'on a. Donc des couleurs ou d'éléments formels. Exemple, des champs obligatoires ne sont pas remplis. Ah, ils sont en rouge, c'est super, je ne vois pas le rouge. C'est lesquels que j'ai pas remplis ou que j'ai mal remplis, etc. C'est moi qui ai dit ça? Ah oui, ouvrir le panneau Collaborate en cliquant sur le chevron violet. Merci, mais si à côté j'ai un chevron bleu et à côté un autre chevron vert, c'est lequel le violet? Donc voilà un exemple d'indication. Et aussi le ah oui, pardon, chevron violet, en bas à droite. C'est quoi le en bas à droite quand je suis aveugle? Il est où le en bas? Il est où là à droite? Surtout là à droite. Le en bas encore, je pourrais le trouver. Mais là à droite, il n'y a pas de sens. En revanche, voilà un élément qui est bien fait.
vous avez à la fois un truc de couleur, vous avez une coche, et en plus c'est en gras. Donc là, il n'y a pas de problème, on va différencier, quels que soient nos problèmes de perception, scolarisation et éducation, de vivre ailleurs et de handicap et emploi. Donc en fait, tu essaies de jouer à chaque fois sur plusieurs critères. Exactement. Pour être sûr qu'il y en a au moins un qui... C'est exactement ça. Enfin, non, il faut qu'il y en ait au moins deux. Au moins Enfin, deux. quand il y en a un qui est dépendant, par exemple, de la couleur, il faut qu'il y en ait un autre qui soit indépendant de la couleur. C'est ça. Toujours dans ce qui se voit, visibilité du focus sur tous les composants interactifs, liens, boutons, éléments de formulaire. Ah oui, à noter. Donc là, par exemple, ça c'est Arte, comme vous voyez. Ben, ça c'est naturel. Ça c'est au focus clavier. Se connecter. Ça c'est un peu le par défaut qu'il y a dans Firefox avec les petits pointillés et un changement de couleur. Ici vous avez le focus du champ. Ça va venir. C'est actuellement dans la norme internationale qui va être mise à jour bientôt. Sur cette visibilité, il va y avoir, parce qu'en gros, depuis le début, c'est-à-dire depuis 1999, on dit que le focus doit être visible. Ben, cette année ou l'année prochaine, la visibilité va être définie. Et on va définir donc un taux de contraste et une surface qui indique l'élément qui a le focus. Donc il va y avoir des exigences supplémentaires là-dessus. C'est-à-dire que même le focus natif du navigateur ne suffira pas. Donc ça c'est à venir. C'est bon. Alors j'ai gardé ce qui se code pour la fin, mais pareil, donc dans ce qui se rédige, il faut qu'on ait des contenus qui soient à la fois présents, titre de section, et explicite. Titre de section, il faut à chaque fois qu'on a un titre de section, il faut qu'il soit codé avec un H. Comme dans un Word, quand vous faites un Word, ben, les titres, vous utilisez les titres et les listes qui sont dans les styles. Là, c'est pareil. Intitulé de lien, alternative d'image, sous-titrage, audio-description, tout ça, c'est à prévoir et à bien coder. C'est pas que de votre côté. C'est quand vous allez fournir, par exemple, un back-office avec un éditeur, eh bien, il faut que dans l'éditeur, on forme les contributeurs à dire, ben voilà, quand tu choisis le titre, il faut que dans tes articles, tu choisisses le titre 2, le titre 3, le titre 4, etc. etc. Alors, un petit rappel, c'est quoi une page web? C'est du HTML, je l'ai dit tout à l'heure, du CSS et du JS. Et donc, ici, on a tout ce qui est structurel, tout ce qui est présentation et tout ce qui est comportement. Du coup, dans ce qui se code, la sémantique HTML, mais vraiment que le HTML, elle est interprétée par le navigateur. C'est-à-dire que vous mettez ça, vous mettez un href URL destination, mais le navigateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ça, par défaut, souligné, bleu, et il va mettre la petite main quand vous passez dessus. La technologie d'assistance, vous l'avez vu tout à l'heure, elle va dire lien, destination. Et ça, juste en faisant ça, c'est-à-dire que là, vous avez juste fait votre métier, vous n'avez pas fait d'accessibilité, vous avez fait de l'accessibilité, mais sans le, comme M. Jourdain fait de la prose sans le savoir. Vous avez fait de l'accessibilité sans le savoir, vous avez un lien, vous avez utilisé un href. Super, vous êtes content, je suis content, l'accessibilité est contente, les utilisateurs sont contents. Pourquoi ne pas faire que des liens avec que des href? Je ne comprends pas, après qu'il y a d'autres cas. Mais là, et c'est ce que j'ai dit au tout début, l'accessibilité, elle est dedans. On a un élément qui est prévu pour faire des liens. Tout le monde le comprend. Le navigateur, la technologie d'assistance. Autre exemple, vous faites une liste, le navigateur, il fait ça, la technologie, elle vous dit liste de 3 éléments, début de liste, tatati, tatata, on va tout vous dire. Autre exemple, un petit peu plus compliqué, vous avez remarqué la gradation et de la difficulté, hein, sans qu'on aille quand même dans les tréfonds du développement. Hein. Label fort avec un identifiant unique, étiquette, label, input, type tac, 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 ID égale, on met la même valeur. À l'écran, ça donne ça, la technologie d'assistance. Volontairement, j'ai pas fait, parce qu'en plus, les technologies d'assistance ne parlent pas toutes pareilles. Il y en a sur JAWS, il y en a sur PC, il y en a sur Mac, il y en a sur Android,
il y en a sur iOS. Donc, peu importe la manière dont elle le dit, elle va dire, ben écoute, au moment où on arrive là-dessus, c'est un champ qui attend du texte, input type texte. Son étiquette, c'est ça, c'est l'étiquette, et il est obligatoire. Encore une fois, vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait, et mieux, vous avez géré les erreurs. C'est-à-dire que là, on va avoir la gestion des erreurs qui est gérée par le navigateur, et qui par défaut, ben, va bien mettre au bon endroit, et en plus, il va gérer le focus tout seul. C'est-à-dire que si vous codez ça, vous avez un champ de formulaire qui est accessible et dont les erreurs sont gérées. C'est quand même cool, hein. C'est dommage que les librairies elles vous donnent des trucs comme ça avec en ajoutant je sais pas quoi. Donc en pratique, la sémantique HTML, et c'est fondamental parce qu'elle va informer sur le rôle de l'élément. Qu'est-ce que c'est? C'est un bouton, c'est un lien, c'est une image, c'est une liste, c'est un paragraphe. Bref, vous savez combien il y en a d'éléments HTML? 120, 126 je crois, 112. Il y en a 112. En gros, quand on en utilise 35, on a fait le tour. Hein. Puis, quand il y en a les 80 autres, on ne les utilise jamais. Les balises qui s'appellent KBD, il y a des balises qui s'appellent comme ça, enfin bref, qui ne servent à rien. Qu'est-ce qu'on utilise? On utilise 30 balises à tout casser. Non? Tous les fronts là. Combien vous... 30, 40, allez, si on a un site compliqué, on met de la vidéo, ok, balise vidéo, pas de problème. Bref, le rôle, son nom, donc quel est le texte qui est à l'intérieur, le libellé du lien, du bouton, l'alternative de l'image, c'est le nom de l'image, ce qu'il y a dans le help. Sa valeur, éventuellement, alors ça il y en a toujours. Éventuellement, on peut trouver sa valeur. Est-ce que c'est l'option sélectionnée dans un select? Est-ce que c'est la case qui est cochée? Est-ce que c'est le bouton radio qui est sélectionné aussi? Son état, le lien reçu, perdu, le focus clavier, on sait où ça est. D'éventuels paramètres, lien target blanc, input de type password, input de type mail, etc., etc., etc. Donc en gros, rien qu'en donnant ce qu'il faut en HTML, on donne tout ça. Le balisage d'un élément interactif permet de recevoir le focus clavier et d'être activable au clavier. Si nécessaire, évidemment, avec un script pour les boutons. Même déjà, rien qu'avec le A, il est tout seul. Du coup, on a mis 0 ARIA, on a des choses qui marchent ici. Le ARIA, c'est une surcouche. Donc, tout ça pour dire que, en prenant les éléments fondamentaux, on a vraiment tous les basiques de l'accessibilité. La navigation au clavier, on l'a dit et répété, c'est un élément fondamental. Toutes les interactions doivent être possibles au clavier. Et l'ordre de navigation et la gestion du focus, dès qu'on utilise un script, on doit se dire, mais ok, attends, mais quand je fais tout cocher ou quand je fais valider, où c'est qui va mon focus? Est-ce que je ramène l'utilisateur sur ici? Est-ce que je l'amène sur les résultats qu'il a? Et là, il y a un petit peu à réfléchir. Mais ok, c'est quoi les interactions? Qu'est-ce qu'on veut qu'ils fassent les gens? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Dès qu'il y a du script, gestion du focus, c'est obligatoire. Donc, je ne sais pas combien de fois je vous l'ai dit. Il va où ton focus là? Je ne sais pas. Ben oui. Il faut savoir. Et quand je dis ça, en plus, évidemment, je ne vous incrimine pas, c'est pas votre faute. Vous devriez recevoir des specs qui vous disent, ok, tu me fais un bouton qui s'ouvre, il y a des cases à cocher. Quand l'utilisateur il coche ça, ton focus il va là. Quand il appuie sur ce bouton, il se passe ça. C'est pas vous d'inventer l'interaction, c'est pas votre métier. A priori, vous n'êtes pas UX, que je sache. C'est à l'UX de dire, mais ok, il doit penser à ça. D'où, si vous vous souvenez, le schéma avec les différentes étapes. Au moment des interactions, on se dit, bon, ben ok, qu'est-ce que je fais de mon focus? Au moment, quand il y a des trucs compliqués, quand il y a juste des liens dans une page, on ne gère pas le focus, on va de lien en lien, il n'y a rien à gérer. Quand il y a du script. Je vous promets, il ne reste plus que 2 slides de mémoire, peut-être qu'une, je ne sais plus. 2. Très clairement, ici, et alors je vais vous raconter, comme je vous l'ai dit, ça fait une vingtaine d'années que je fais ce boulot, et au début que je faisais des sensibilisations, je disais, ouais, ok, mais qu'est-ce qu'ils font? Les personnes handicapées, elles vont sur Internet? Je dis, ben oui, mais pourquoi? Je dis, je sais pas, pourquoi faire? Je dis, vous, pourquoi vous y allez?
Ah, mais moi, il y a ma fille, elle fait des études au Canada, on s'écrit des mails, je vous parle d'il y a 15 ans, hein. On s'écrit des mails, c'est pratique, hein. Ah, ouais, c'est intéressant. Et vous faites quoi d'autre? Ah, mais tous les matins, je me lève, je vais voir le journal, hein. Là, ça coupe pas. Ben, évidemment, les utilisateurs handicapés ou pas ont exactement les mêmes besoins que les utilisateurs pas handicapés. S'informer, communiquer, travailler, faire des démarches administratives, acheter, faire tout ce qu'on fait sur Internet ou sur les applis, ben, comme tout le monde. Mais l'enjeu, évidemment, c'est un enjeu de le faire de manière autonome, de manière inclusive et à égalité avec les autres. Exactement ça. Il y avait au tout début des années 2000, comme ça, il y a quelque chose qui était... j'avais vu ça dans un colloque. En fait, une personne sourde et une personne aveugle qui se parlaient via Internet. Parce que dans la vie, elles ne peuvent pas. Parce que si je suis sourd, elle me parle, je n'entends pas. Moi, j'ai fait des signes. Elle est aveugle, on ne voit pas. Non. Par Internet, c'est possible. Via l'écrit. Et sans une tierce personne, c'est ça que je veux dire. Grâce à une qui fonctionne, ben, les gens peuvent maintenant directement se parler. Pour les organismes qui ont besoin d'accessibilité, en fait, ils ont 3 types de menaces: juridiques, financières et en image de marque. Juridique, très clairement en France, pour l'instant, il y a peu de risques. Ça pourrait changer. Pour l'instant, il n'y en a pas. La moitié de nos clients sont présents à l'international parce qu'ils se prennent des procès aux États-Unis pour discrimination. Et donc, ils viennent frapper chez nous. Oh là là, notre filiale US a pris, alors je ne vous dis pas évidemment tout le luxe, toutes les marques de luxe, on se soucie là. Parfois à répétition, hein. Même une fois qu'on a été attaqué, là-bas c'est un business. Je connais très grande entreprise française qui tous les 15 jours a un procès pour discrimination sur l'un de ses sites. Après, ils gèrent aussi 30 ou 50 sites, hein. Mais tous les 15 jours, ils reçoivent une lettre d'avocat, le standard, ils doivent les connaître par cœur. Ok, non-accessibilité de votre site, bim. Donc, ils ont mis en place des choses de fond pour pouvoir répondre à ça. Et bref, ça existe, surtout à l'international, ça pourrait venir. Image de marque, évidemment, ça peut tout à fait exister. Il commence à y avoir, les associations commencent à faire du bruit. Surtout là, vous devriez en entendre avec les élections présidentielles. Il y a aussi une, comment dire, profite du mouvement pour se faire plus entendre. Ils ont bien raison. Et de l'autre côté, il y a quand même des opportunités. C'est pas évidemment la responsabilité sociétale de tout un chacun d'intégrer tout le monde. Après, c'est pas un gros mot de dire que s'il y a plus de personnes qui viennent sur le site, il y a plus de personnes qui sont transformées en acheteurs, si c'est accessible. Et on peut tout à fait communiquer en disant bon ben voilà le travail que j'ai fait sur l'accessibilité de mon site. Maintenant, ça permet ça, ça et ça. Je sais que j'ai encore du boulot à faire. Attention là aux fausses promesses. Ça pourrait sinon se transformer en une menace d'image de marque. Oui, ils disent qu'ils sont accessibles, mais regardez, il y a ça qui ne marche pas. Et voilà. Donc tout ça, c'est possible. Et normalement, c'est... Il est arrivé. Ah oui, on a un peu dépassé quand même. Est-ce que vous avez des questions? Je voulais revenir sur la slide qui concernait la simulation de contraste. C'est un changement qui a été fait uniquement pour les personnes en situation de handicap ou la couleur a aussi changé pour les utilisateurs normaux? Du coup, ça a changé pour tout le monde. Pour compléter, le simulateur de contraste est un outil qui est tout à fait utilisable et tout à fait pertinent. Voilà. Donc ça, c'est le simulateur de contraste avant et ça, c'est après. Ce qui veut dire que si avec le simulateur de contraste, on arrive à ça, dans le changement, ici, c'est plus en vert, hein, c'est probablement oui, en bleu ou en gris, moi, je sais pas quoi. Ce que je veux dire aussi, c'est que ici, en fait, il y a des exigences, les ratios de contraste, je vous l'ai dit à un moment sur une diapo, et c'est normal, vous n'ayez pas tout retenu, et je vous rassure. Il y a des mesures à faire qui sont très faciles, enfin, avec les outils, une formule mathématique avec les valeurs hexadécimales des couleurs de fond
et de la couleur de l'objet, et on sait, et on a des seuils à atteindre. Voilà, c'est des exigences sur les seuils. C'est quoi déjà les différents ratios à atteindre? 4,5 pour le texte normal. En gros, ici, entre la couleur blanc sur noir, c'est un ratio de 21. C'est une formule mathématique, hein, donc il n'y en a pas le choix. Et blanc sur blanc, enfin rouge sur rouge, une couleur sur la même couleur, c'est un ratio de 1. Parce que comme c'est une division, 1 divisé par 1, ça fait 1. Donc le maximum blanc-noir, c'est 21. Le plus faible, c'est 1, c'est invisible. Et l'exigence, c'est 4,5. Avec le même calcul, on prend les valeurs hexadécimales ou RGB des couleurs, on les rentre dans la moulinette et ça sort un ratio de contraste. Je vous passe les détails, mais c'est 4,5. Il y a des cas où c'est 3. Il y a une différence entre l'IHM et l'accessibilité. Entre les quoi? L'acronyme de interaction en machine. Généralement, dans des articles, on attaque plutôt les mêmes volets. La lecture, les liens, tout ça. Alors, vous voulez parler de l'aspect ergonomique d'utilisation d'une interface homme-machine. Oui, il y en a, forcément. Enfin, forcément. L'accessibilité reste normative. Enfin, normative. Les critères sont les critères qu'on vérifie et qui passent ou qui ne passent pas. L'interaction homme-machine, elle est plus, est-ce que tu peux mettre la slide, justement, normatif et utilisateur, qui doit être, oui, après. Voilà. Voilà. En gros, l'interaction homme-machine, on va travailler là-dessus, on va faire des tests utilisateurs, on va étudier les caractéristiques des utilisateurs de l'interface. Est-ce qu'ils sont grands, est-ce qu'ils sont petits, est-ce qu'on met des bornes à cette hauteur, si on est dans un jardin d'enfants, ou pour des gens en fauteuil roulant, on va les mettre ici, etc. Quand on fait un automate de retrait de billets, par exemple, là, il y a à étudier les caractéristiques des utilisateurs pour pouvoir y répondre. Et effectivement, nous, dans l'accessibilité numérique, ça, on ne s'en occupe pas. Mais il y a forcément des choses qui ont des relations, parce que on s'occupe des utilisateurs tout de même. Quand on va permettre la navigation au clavier, ça pourrait être un prérequis de n'importe quel dispositif, et qu'on dit, bon, ok, ce dispositif, comment il doit être utilisé, pourquoi pas comme ça. Mais l'IHM n'inclut pas les deux, les normes et l'expérience utilisateur à trois, puisque j'ai vu des articles, pas mal d'articles, qui parlaient même des recommandations dont vous avez parlé tout à l'heure. Ça ne m'étonne pas, oui. Forcément que si on reprend l'exemple des contrastes, oui, si on s'occupe d'interaction en machine, à un moment, on doit se préoccuper de la perception. Alors, est-ce qu'ils vont chercher les mêmes seuils que ce qui sont dans l'accessibilité, ou est-ce que c'est inversement l'accessibilité qui est allée chercher des seuils sur les études d'interaction en machine? C'est tout à fait possible. Hein. C'est tout à fait possible que ça se passe dans les deux sens. Tout à fait. Parce que justement, ces ratios, très sincèrement, je ne sais pas comment ils ont été déterminés. Je pourrais chercher, mais c'est vrai que je ne me suis jamais posé la question. Vous voyez, ça fait 20 ans que je les utilise sans me les poser, mais pourquoi ils ont dit 4,5, pourquoi pas 5,5? Mais je ne sais pas. Il est probable que ça vienne d'études que vous citez, hein, de ce type d'études. Des études académiques, cette fois-ci, sur les seuils de perception des couleurs en conditions, on va dire, d'éclairage et de je ne sais pas quoi. Merci. Avec plaisir. Moi, j'ai une remarque. Parce que là, on est très axé web, front, HTML. Oui. Je rebondis en fait sur ce que vous avez dit sur c'est un fléau aux États-Unis, enfin un fléau en quelque sorte, c'est des gens qui font de l'argent dessus, le mettre des procès sur l'accessibilité. Ça marche aussi sur les applis mobiles, le TalkToTalk qui est discuté sur le web. Mais le fait d'avoir les commandes vocales, c'est des choses qui gèrent aussi dans les applis, même en React Native, il faut le faire, avec des labels, avec des choses comme ça, parce que c'est aussi ciblé, et que ça peut être autant la merde sur une appli lambda s'il n'y a pas d'accessibilité. Tout à fait. Oui. C'est pas que le web. Oui. J'espère que j'ai. Alors, mais merci de le redire. C'est pas que le web, hein. C'est appli. Hein. Et maintenant, je dirais que notre boulot, on a surtout des demandes sur les applis, beaucoup plus
que maintenant, enfin beaucoup plus. En tout cas, en progression énorme. Oui, oui, tout à fait. Je l'ai dit, appli, logiciel, enfin tout. Tout à fait. Oui, oui. Et est-ce que du coup, tout ce que vous avez mis en place sur l'accessibilité non pas GRDF, mais côté utilisateur, est-ce que les outils en interne derrière, par exemple le back-office, a été revu aussi en fonction de Alors certains, l'accessibilité ou pas? Est-ce que c'est encadré ce côté-là? certains back-office ont été. Bon, il y en a un par exemple qui n'a pas été parce qu'ils sont 4 utilisés. Du coup, on voyait moyennement l'intérêt. Après, c'est un travail de longue haleine. Il y a des projets, il y a des budgets, et donc ça se fait petit à petit. Mais oui, c'est en cours aussi pour certains et pour d'autres. Est-ce que, avec cette expérience-là, toi, Morgane, il y a des choses qui sont acquises maintenant et qui vont être des réflexes que tu vas forcément appliquer sur tous tes prochains développements, ou ça reste quand même une forte part de choses spécifiques qu'il faudra traiter La navigation clavier, c'est un réflexe maintenant. Après, tout dépend sur quoi je travaille. Il y a des moments où je vais être pas du tout sur le côté intégration, je vais être sur un dev front, sur une nouvelle feature ou avec un HTML qui est déjà fait. Je ne vais pas revérifier le HTML souvent. Je me dis que Yann a bien bossé. Mais en général, c'est largement le cas, donc il n'y a pas de souci. Mais oui, il y a quand même des réflexes qu'on a acquis et qu'on conserve. Les ratios, alors, je les vois moins bien qu'Eric, mais il y a certaines fois où ça nous saute aux yeux aussi. Un rouge qui est un peu trop clair pour noter une erreur, bah, on va le voir. On va dire oui, bon, non, il faut un rouge plus foncé. Voilà, il y a des petites choses qui s'acquièrent, je pense, en force de pratique. Dans la et après, il y avait une question là. Mais justement, là, le rouge, c'est amusant. Avec mon métier, j'en apprends tous les jours encore. Et c'est chouette. C'est pour ça que je m'amuse encore. Cet après-midi, test utilisateur. Personne malvoyante me dit non, mais le rouge, oubliez quoi. Le rouge, pour un malvoyant, c'est invisible. Enfin, c'est invisible, c'est ultra dur à déchiffrer. Il voit que c'est rouge, il n'arrive pas à séparer les lettres. Donc vous imaginez, moi, vous et nous, ça fait des années qu'on fait des messages d'erreur qui sont rouges. Alors déjà, anecdote, le rouge de base, RED en CSS ou FF000, il est insuffisant. Donc déjà, nous, on demandait quand même un rouge plus foncé. Et cet après-midi, donc vous voyez, c'est tout frais, un malvoyant me dit, mais non, mais vraiment, pour la plupart des malvoyants, le rouge, c'est enfer. Donc il va falloir essayer. Mais normativement, un rouge qui est au-dessus de 4,5, c'est bon. Mais pour les malvoyants, le rouge, c'est pas génial. Voilà. Et du coup, comment combiner une UX qui serait habituelle, par exemple, à des utilisateurs avec une UX qui soit... Dans ce cas précis, arbitrage et discussion. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un rouge qui va tirer très fort vers le bordeaux ou le marron, j'imagine. Et voilà. Et le monde, a priori, devrait... Mais après, probablement, il y aura toujours des situations où quelqu'un sera lésé. Ça peut pas être vert et rouge en même temps. Voilà, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y a une plateforme qui recense les utilisateurs pour pouvoir leur donner un site à tester? Non, je n'en connais pas. Nous, ce qu'on fait là, c'est qu'on s'adresse à des associations et les personnes viennent tester donc, dans les entreprises. Je sais que là, la difficulté, alors attention là aussi aux fausses promesses. Il y en a qui promettent des monts et merveilles comme ça sur des utilisateurs handicapés. Et puis dispersés dans le monde entier, on s'aperçoit qu'ils ont tous la même adresse IP et qu'ils ont tous le... enfin bref, comme ça on a eu des grosses surprises. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, le plus simple, c'est de s'adresser aux associations. Et ah oui, voilà, c'est ça que je cherchais. Il y a plusieurs organismes, qu'ils soient publics ou privés, qui ont passé des partenariats avec leur association locale
ou à côté, pour de temps en temps faire tester, ou à un moment du processus, on reparle des couleurs, mais au moment des maquettes graphiques, c'est bien d'aller à l'association ou la Fédération des aveugles de France et Ambliop ou à l'association Valentin UI, s'il y a un partenariat, ok, vous arrivez à lire là? Vous imprimez un truc à la taille de l'écran, vous n'avez pas bossé vous encore, hein, c'est des UI qui ont bossé là. Et puis on leur imprime la taille de l'écran, et on va dire, ben non, le rouge il va pas, ben non, là c'est trop petit, là c'est trop gros, là, etc., etc. Oui. Sinon, pour la structure, on ne peut pas la tester en utilisant l'assistance scanner. S'il n'interprète pas comme il faut, c'est qu'il y a quelque chose de cloche. La structure, quelle structure un truc je dirais un truc condensé ou un div, on ne peut pas se permettre de tester avec ça. Si on clique sur l'assistance, si ça ne marche pas comme il faut, il s'agit évidemment d'un problème. Oui, tout à fait. Alors, Morgane l'a dit, un div plus un JS, ça ne marche pas. Hein. Un div, c'est un div, donc c'est un élément qui va être interactif. Juste le rendre interactif par JS, c'est très largement insuffisant. Et du coup, pourquoi j'ai dit ça? Pour répondre à compléter d'ailleurs ce qui était plus qu'une question, qui était un commentaire, de dire oui, effectivement, et moi, la plupart du temps, là, quand je travaille dans ces projets, quand on est en phase de codage, j'ouvre l'inspecteur et je regarde qu'est-ce qu'il y a dans le code et je manipule au clavier. C'est tout ce que je fais. Moi, j'utilise même pas d'outils. Alors, il y a plusieurs de mes collègues qui en utilisent. Maintenant, j'en utilise plus, je vais plus vite en regardant le code. Déjà, je vois le code, j'ai une idée de comment ça va se passer, et après, je vérifie où vont les focus. Dans le code, on a les infos qui sont fournies, et évidemment, je vérifie après au lecteur d'écran, avec plusieurs lecteurs d'écran, parce qu'après, il y a des questions que vous connaissez bien, les questions de support. Est-ce que tel élément ARIA, il est pris en compte dans les principaux lecteurs d'écran? Est-ce qu'il est interprété par les navigateurs? C'est une chaîne. Toujours pareil, on met un élément, est-ce que le navigateur le reconnaît? Le navigateur le transmet à l'API d'accessibilité, est-ce qu'elle le reconnaît? L'API d'accessibilité le transmet à l'assistante technologique, est-ce qu'elle le reconnaît aussi et le retransmet? Donc, alors tous les ARIA Extended, tout ça, ça va, maintenant tout le monde les reconnaît. Il y a quelques années, je vous aurais dit, attention, hein, ARIA Extended, c'est pas gagné, quoi. Hein. Et à ce moment-là, on aurait fait une solution sans ARIA. Et utiliser des outils comme VoiceOver, nous, on a essayé. Le problème, c'est qu'on ne sait pas réellement comment ça doit se comporter. On ne sait pas exactement ce qu'il doit dire parce qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser l'outil, on ne le connaît pas. On n'est pas dans une situation où on a besoin de ça. Donc, en fait, on n'est pas cohérent. Quoi. Oui. Est-ce qu'il y a des frameworks qui facilitent le développement des applications accessibles? Et si oui, si on compare les applications de marché, quels sont les frameworks qui favorisent en fait? Voilà une très bonne question également. Enfin, il n'y a que des bonnes questions et c'est logique. On aimerait pouvoir dire, ben oui, utilisez tel framework et déjà vous aurez 50%, 80% du boulot de fait. C'est pas possible. C'est pas possible pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est très dépendant de qu'est-ce qu'il y a dans le site. Si vous commencez à faire un truc comme avec les graphiques, ça va demander une solution particulière. Est-ce qu'elle est prévue dans le framework? Je ne sais pas. Un site où il n'y a pas ce graphique-là avec les barres, bon, ben, on n'a pas de souci, on n'en a pas besoin. En gros, ça va dépendre des composants qu'il y a dans le site. Est-ce qu'il y a de la fenêtre modale? Est-ce qu'il y a des trucs qui se ferment, qui s'ouvrent? Est-ce qu'il y a des champs conditionnels quand on fait un formulaire? Ben, tout ça va donc, ben, dans certains frameworks, je sais pas moi, les champs conditionnels vont être bien gérés, mais pas les fenêtres modales. Dans un autre, ça va être l'inverse. Donc, c'est très compliqué de répondre à ça. Faut se méfier de ce qu'ils clament. Souvent, ils clament une conformité qui est souvent surévaluée. Et qu'est-ce que je voulais vous dire en deuxième? Oui, voilà. On a l'habitude de dire que ce qu'on a constaté, c'est que les meilleurs résultats, ils ne dépendent pas du framework, ils dépendent de la capacité, de votre capacité
à triturer le framework et à aller chercher la doc ou aller chercher au fin fond de Stack Overflow comment on peut hacker le truc qui marche pas bien. En fait, la responsabilité, ça ne devrait pas être la vôtre, mais vous avez une énorme influence. C'est vraiment si vous connaissez votre framework, si vous connaissez votre outil, les composants qu'on peut y ajouter, comment on peut les modifier, etc. C'est comme ça qu'on a les meilleurs résultats. Ce n'est pas l'outil au début. Oui. Je rebondis sur le framework. Après, il faut quand même solide. Même quand on a Bootstrap, la doc elle est propre. Et effectivement, c'est plutôt le développeur de faire gaffe. C'est-à-dire que s'il trouve une valise div avec une classe de thème, ça ressemble à un bouton, mais c'est lui qui s'est posé. Alors que dans la doc, Bootstrap, un bouton, c'est un bouton. Après, je suis d'accord que même avec Bootstrap, dans le bouton, il y a des inputs et des choses comme ça. Mais ouais, il faut pas être lire la doc. Et quasiment tous les inputs ou les champs texte ou n'importe quelle chose de Bootstrap, il y a un label qui est collé avec. Vous avez tous entendu? C'est super important. Merci. Oui, oui. En gros, ça dit ce que je disais. Hein. Quand vous avez l'HTML de base, ça marche. L'accessibilité, elle est incluse. Et après, il y a des choses à faire au-dessus, mais c'est normal. Vous avez déjà tous les fondamentaux. Oui, parce qu'on a bien vu que ce n'était pas complètement vrai. Nous, en travaillant avec, on s'est bien rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de composants. Alors, je ne parle pas des boutons, nous, on n'utilise pas ça. Mais par contre, par exemple, pour les modales, c'était l'exemple le plus bateau. Pour les modales, c'était prévu, non noté dans la doc, pas documenté, et il a fallu trifouiller pour pouvoir trouver ce genre d'informations. C'était pas inné, c'était pas automatique sur Bootstrap comme sur Material, alors que ça aurait dû l'être, tout simplement. Pour rebondir là-dessus, Morgane a parlé des éléments ARIA, vous en avez sûrement manipulé, etc. ARIA est à la fois une bénédiction et un fléau. Une bénédiction, c'est que ça permet beaucoup de choses. Le fléau, c'est qu'il y a plein de gens qui font des composants et qui disent « Ok, je mets du ARIA pour que ça soit accessible », mais ils en mettent, comme Morgane l'a dit tout à l'heure, y compris des choses contradictoires. Mais pourquoi tu mets un ARIA qui dit ça et l'autre qui dit autre chose? Mais du coup, c'est quoi comme composant? C'est vraiment la difficulté aussi. Ça, mais alors évidemment, c'est des erreurs. Hein. C'est des erreurs qui à un moment sont faites par quelqu'un qui crée ce composant, parfois avec bonne volonté, parfois en se disant bon, je mets de l'ARIA, on verra bien ce que ça donne. Bref, voilà. Oui. J'ai deux questions. Je voudrais savoir quel est l'handicap qui est le plus difficile en fait à prendre en compte dans la conception d'un site. Et ensuite, j'aimerais bien savoir comment vous êtes intéressé à ce sujet et donc quel était votre parcours avant de faire votre métier actuel. Jusqu'à quelle heure on a pour mon parcours? Je ferai un résumé. Alors, très clairement, le handicap, c'est plutôt les handicaps qui sont très compliqués à prendre en compte, c'est le handicap cognitif. Parce qu'en fait, quand on parle de handicap cognitif, il y a un spectre qui est extrêmement large et on s'adresse plus à des utilisateurs qu'à des outils. Un VoiceOver, finalement, c'est facile de faire un site qui fonctionne. Si on n'avait que des utilisateurs handicapés et qui utilisent VoiceOver aveugles, on serait tranquille. Hein. Notre vie serait vraiment tranquille, je vous le dis. Le handicap cognitif est extrêmement difficile et en plus, il y a l'histoire de l'accessibilité fait qu'au début, elle a été prise en main par des gens qui avaient surtout des handicaps visuels. Parce que le handicap visuel est mieux structuré et est un petit peu plus cohérent. Donc il y a des associations, donc il y a des gens qui ont de l'influence, qui se groupent et qui peuvent en parler et qui peuvent demander à ce que la norme respecte quelque chose. Quand on est dans un spectre aussi large que le handicap cognitif, voilà, d'un côté il y a ceux qui sont 10, d'un côté il y a ceux qui ont un trouble autistique, de l'autre côté il y a ça, et même dans les autistiques il y a encore 4 dessous, dans les 10 il y a les dyslexiques, il y a les dyscalculiques, il y a les je sais pas quoi, et on peut imaginer les troubles de l'attention qui sont encore au milieu, les troubles de l'attention associés à un trouble autistique, enfin bref, on peut tout imaginer. Donc c'est très compliqué, la norme essaye de favoriser ça en rajoutant des critères qui vont traiter ça. Et après, au-delà de la norme, il y a des documentations qui aident. Donc voilà.
Et en un mot, comment je suis arrivé là dans ce domaine? Par hasard. En 2 mots, j'ai fait des études de chimie, donc rien à voir. J'ai travaillé sur des pétroliers, donc rien à voir. Mais là, je vous parle des années 90. Et en fait, avec un ami, à la fin du XXe siècle, quand Internet est vraiment arrivé dans les maisons, on s'est dit, mais qu'est-ce qui fait qu'un site il est de qualité? Pourquoi celui-là, il est de meilleure qualité que tel autre? Et on a cherché, on a fait beaucoup de choses. Cet ami c'est toujours un ami, il n'est plus dans Témésis, il a une autre société qui s'appelle Opquast, qui est très intéressante en termes de certification de compétences, justement transversales. Et parmi tous les critères, ou plutôt toutes les familles de choses qui font qu'un site est de bonne qualité, c'est-à-dire va répondre aux exigences des utilisateurs, il y a son accessibilité. Et par hasard, et après par goût, je me suis spécialisé dans ce domaine-là. Voilà. Très intéressant, merci. On va s'arrêter là, à 20h30. Merci beaucoup en tout cas. Mais avec plaisir. Morgane et Eric, Merci bravo. On va voir.